Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite de comment ma tête a rétréci. On se le demande d'ailleurs si ça va lui arriver. Où est-ce qu'on en était? Parce que je vous avoue que j'ai un petit peu oublié. Marc, effectivement, le petit Marc. Il a été sur l'île de Baladora sous invitation de sa tante. C'est sa tante, hein, ouais, si je dis pas de bêtises. Et il est accompagné d'une femme dont j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas grave, nous allons l'apprendre, je pense, directement dans le livre. Il a une petite sœur, hein, on l'a deviné, petite peste. Ça nous change, tiens. Mais il n'y avait pas grand-chose à raconter, en fait, hein. Marc, il a sa sœur, il a reçu en cadeau de la femme, là, qui est, je pense, une collègue de sa tante, qui est sur l'île de Baladora, une tête réduite, qu'il avait déjà vu faire des choses un petit peu bizarres, mais que, comme d'habitude, personne ne le croit, à part, justement, celle qui l'accompagne. Donc, est-ce que Marc a des prédispositions pour dire d'être spécial, hein, tout simplement? Nous allons le savoir. Ah oui, je me souviens. On en était resté sur le fait que Ernesto, le pilote de l'avion sur lequel ils sont, au-dessus des îles, justement, comme par hasard quand il passe au-dessus de l'île Baladora, dit que justement il y a des problèmes dans l'avion et qu'ils vont se cracher et qu'ils doivent sauter, mais malheureusement ils n'ont pas de parachute. Bon, pas de panique, hein, on se doute bien que hein, ça doit sûrement être une blague et nous allons le savoir tout de suite dans la page suivante. J'espère que de votre côté, votre tête est toujours normale, j'espère qu'elle est reposée, j'espère que vous êtes reposé, et c'est parti pour la suite de comment ma tête a rétréci. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Je respirais avec peine. J'étais tellement oppressé que j'avais l'impression que ma poitrine allait éclater. Je me crispais sur mon fauteuil. Je m'apprêtais à faire ma dernière prière lorsque je remarquai le visage hilar de Caroline. Ernesto, Marc est trop intelligent pour toi, il ne gobera pas une farce aussi grossière. Ce dernier s'esclaffa et me fixa avec insistance. Tu m'as cru, n'est-ce pas? Pas du tout, je savais que c'était une blague, mentis-je, alors que mes genoux continuaient à s'entrechoquer. Ils rirent comme des enfants. Tu es vraiment cruel, lui reprocha Caroline. Ce n'est pas gentil de ta part. Tu dois apprendre à réagir très vite dans la jungle, me dit Ernesto, devenu subitement sérieux. Puis, il revint à son tableau de bord. Mon cœur reprit son rythme normal, et, le nez collé au carreau, je pus admirer Baladora qui s'étalait au-dessous de nous. Effrayés par le bruit du moteur, des oiseaux blancs s'envolèrent précipitamment dans toutes les directions. Sur la côte sud, de grosses vagues venaient s'écraser contre des rochers. Plus loin, une petite passerelle de terre défrichée servait de piste. L'atterrissage fut tellement brutal que nous rebondîmes sur nos sièges. L'avion roula encore sur quelques dizaines de mètres avant de stopper. Ernesto coupa le contact, ouvrit la portière et nous aida à descendre. Puis il déposa nos bagages par terre, nous fit un bref salut amical et remonta dans son petit coucou rouge. Son départ souleva un énorme nuage de poussière qui nous aveugla. L'appareil s'éleva avec difficulté, tanguant sous l'effet des bourrasques. Il prit de l'altitude et disparut enfin à l'horizon. « Où allons-nous maintenant » demandai-je. Pour toute réponse, Caroline prit sa mallette et marcha. Je lui emboîtai le pas. Elle m'indiqua au loin une clairière couverte d'herbes hautes. Derrière de grands cocotiers se dressaient des édifices gris et bas, alignés les uns à côté des autres. « Voici notre quartier général » annonça-t-elle fièrement. « À part ce terrain d'atterrissage, il n'y a rien d'autre. Pas de route, pas de maison, que la jungle sauvage. Il y a un téléphone ?» Caroline éclata de rire. Elle ne s'attendait certainement pas à une telle question. J'ai dû dire une bêtise, pensai-je naïvement. Nous nous dirigions vers les maisonnettes. Le soleil n'était pas encore bien haut, pourtant l'air était déjà chaud et humide. Une multitude d'insectes blancs voletaient autour de nous. Ils surgissaient de partout dans un bourdonnement agaçant. J'entendis aussi le cri aigu d'un oiseau, quelque part au loin, suivi d'un long gémissement triste. Caroline avançait rapidement sans prêter attention aux moustiques. Elle allait tellement vite que j'avais du mal à la suivre. Je dégoulinais de sueur et ma nuque commençait à me démanger. Quelle aventure! On est complètement isolé du monde ici, non? Demandai-je en essayant de dissimuler mon anxiété. Pas vraiment. On peut contacter Ernesto par radio. En cas de besoin, il est là en 1 heure à peine, me renseigna Caroline sans ralentir son allure. Je fus rassuré, mais restai intrigué. Pourquoi était-elle si pressée? Je faisais d'aussi grandes enjambées que la végétation dense me le permettait. Ma valise pesait de plus en plus lourd. De ma main libre, j'essuyais mon front. Je transpirais à grosses gouttes.
Heureusement, nous nous approchions des habitations. Bientôt, je verrais Benna. Je l'imaginais déjà courant vers moi pour m'accueillir. Mais tout paraissait désert. Une antenne de radio était plantée à côté des bâtiments. Ces constructions carrées avec des toits en terrasse ressemblaient à des cartons renversés. Des ouvertures avaient été pratiquées dans chaque mur. « À quoi sert le tissu qui recouvre ces ouvertures ?» m'étonnai-je. « Ce sont des moustiquaires, » répondit Caroline. « Elles empêchent les insectes de pénétrer. Tu as déjà vu un moustique aussi gros que ton poing ?»« Que mon poing ? Non. Eh bien ici tu en verras. » Elle plaisante. Enfin, j'espère, essayai-je de me rassurer. On arriva à la première bâtisse. C'était la plus longue. Je posai mes affaires, retirai ma casquette et l'agitai comme un éventail. Pouh, quelle chaleur! Caroline poussa une porte battante et la garda ouverte pour me laisser passer. « Benna !» appelai-je, impatient. J'abandonnai mon bagage devant l'entrée et fonçai à l'intérieur pour sauter dans les bras de ma tante. J'avais tellement hâte de la revoir. Le soleil, se reflétant dans une glace, m'aveugla. Il me fallut 5 secondes pour m'habituer à cette clarté. Je parcourus la pièce du regard. C'était un laboratoire. Une table était envahie de tubes à essai et d'autres instruments. Il y avait une étagère sur laquelle étaient posés des cahiers noirs et des livres. « Benna !» appelai-je encore. Soudain, je crus l'apercevoir avec sa blouse blanche. Elle était voûtée et me tournait le dos. Elle pivota et s'essuya les doigts sur un torchon. Et là, quelle déception! Ce n'était pas elle, c'était un homme dont l'épaisse chevelure grisonnante était plaquée en arrière. Ses yeux étaient d'un bleu aussi pâle que celui du ciel. Il me dévisagea avec dureté et son expression me fit frissonner malgré la chaleur. Il finit par esquisser un sourire en direction de Caroline. « Il l'a » demanda-t-il d'une voix rauque. « Oui, il l'a » répliqua Caroline, très nerveuse. L'inconnu poussa alors un profond soupir de satisfaction. Je me sentais de moins en moins à l'aise. Que signifiait ce dialogue? Qu'étais-je censé avoir? « Bonjour » risquai-je timidement. « Où est Benna ?» Avant qu'il puisse me renseigner, une fille jaillit de la pièce du fond. Ses cheveux blonds et raides contrastaient avec ses pupilles du même bleu que celles de l'inquiétant personnage. Elle portait un t-shirt et un short beige clair. « Voici ma fille Karen, » dit l'homme, « et je suis le docteur Richard Hawlings, le frère de Caroline. » Puis il s'adressa à Karen. « Voici Marc, le neveu de Benna. »« Salut Marc, lança-t-elle. »« Salut, fis-je, embarrassé. »« En quelle classe tu es ?»« En 6e. »« Moi aussi, sauf que je ne vais pas au collège ce trimestre. On m'a obligé à rester dans ce fichu patelin, précisa-t-elle en foudroyant son père d'un regard accusateur. « Où est Benna ?» demandai-je. « Je pensais la trouver ici en arrivant. » Le docteur Hawlings me fixa pendant un long moment avant d'avouer. « Benna n'est pas ici. »« Pardon ?» Je n'étais pas certain d'avoir bien compris. « Elle travaille ?» Nous n'en savons rien. Ces mystères commençaient à m'inquiéter sérieusement. Caroline se massa les tempes, puis m'annonça froidement « Ta tante a disparu. » Ces mots me figèrent. Cette nouvelle était d'autant plus terrible que la révélation de Caroline avait été brutale, dénuée de tout sentiment. « Elle a disparu depuis quelques semaines, » enchaîna Karen en lorgnant furtivement son père. « Nous n'avons pas cessé de la chercher. »« Je... bredouillai-je, troublé. « Ta tante s'est perdue dans la jungle, » expliqua le docteur Hawlings. « Mais Caroline nous avait dit que... » Il leva le bras pour m'arrêter. « Elle s'est bien égarée, Marc. Alors pourquoi n'avez-vous pas prévenu ma mère? On ne voulait pas l'affoler. Benna est sa sœur après tout. Caroline est venue te chercher exprès pour nous aider à le retrouver. »« Moi? Mais comment pourrais-je vous aider ?» Le docteur Hawlings s'approcha plus près de moi. « Tu le peux, Marc, parce que tu possèdes le pouvoir magique de la jungle. »« Je possède... » « Quoi ?» Complètement hébété, je fixai le docteur Hawlings. De quoi parlait-il au juste? D'un jeu vidéo? « Tu as le pouvoir magique de la jungle, » répéta-t-il. « C'est... » Karen l'interrompit. « Papa, laisse Marc tranquille. N'oublie pas qu'il a fait un long voyage. Il doit être exténué. »« Oui, c'est vrai, approuvai-je, heureux de son intervention. »« Viens t'asseoir à côté de moi, » m'ordonna Caroline en me désignant un tabouret. Puis elle s'adressa à Karen. « Est-ce qu'il reste des boissons fraîches ?» Karen ouvrit le petit réfrigérateur placé contre le mur du fond. Elle me tendit une canette de jus d'orange que j'ouvris sans plus attendre.
Le liquide glacé me procura une agréable sensation de fraîcheur. « Tu as déjà été dans la jungle » demanda-t-elle en se penchant vers moi. « Non, mais j'ai vu beaucoup de films qui la montraient. »« Ici, ça n'a rien à voir avec le cinéma » se moqua-t-elle. « Si tu crois qu'il y a des gazelles et des éléphants rassemblés autour d'un lac, tu te trompes. À Baladora, ça n'existe pas. »« Et on voit quels animaux ?»« Surtout des moustiques, des tonnes de gros moustiques. »« Voyons, Karen, il y a aussi de très beaux oiseaux, » intervint Caroline. « Les cacatoès, par exemple, ont un plumage magnifique. » Je ne supportais plus la chaleur. Pour me soulager, j'appliquai la canette froide sur ma joue. Le docteur Rawlings continua à me lorgner de façon curieuse. J'étais convaincu qu'il me cachait quelque chose d'important au sujet de Benna. J'étais décidé à en savoir plus. Qu'est-il arrivé exactement à ma tante ? Il n'y a pas grand-chose à dire, grommela-t-il, en fronçant les sourcils. Elle faisait des recherches sur une espèce inconnue d'escargot, et puis une nuit, elle s'est volatilisée. Nous avons été très inquiets, renchérit Caroline, en se mordant la lèvre inférieure. Nous avons fouillé partout, puis nous avons pensé que tu pouvais nous être d'un grand secours. Mais je ne vois pas comment. Nous, oui, ta tante t'a transmis le pouvoir magique la dernière fois qu'elle vous a rendu visite. C'est écrit noir sur blanc dans ses notes, là-bas. Elle indiqua du doigt les carnets alignés sur l'étagère. Que signifiait tout cela ? Je n'y comprends toujours rien. D'après vous, Benna m'aurait transmis une sorte de don ? Absolument, acquiesça le docteur Rawlings. Elle craignait qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. C'est pourquoi elle t'a initié. Tu es certain que tu ne t'en souviens pas ? Insista Caroline. J'étais trop petit pour me rappeler quoi que ce soit. Cependant, elle l'a fait, nous le savons, tu... Mais comment pouvez-vous en être aussi sûr ? L'interrompis-je. Parce que tu as vu le talisman rougeoyer. Or, il ne peut s'allumer qu'en présence d'une personne qui a ce pouvoir. Nous l'avons lu dans les commentaires de Benna. Ma gorge se noua. J'avais du mal à avaler ma salive. Pourtant, je ne me sens pas du tout étrange, dis-je en essayant de reprendre mes esprits. Cette magie existe depuis très longtemps, expliqua le docteur Rawlings. Elle appartenait aux Oloyans, un peuple qui vivait autrefois sur Baladora. La tête que je t'ai rapportée appartenait justement à un Oloyan, ajouta Caroline. Benna avait découvert cette magie et elle te l'a communiquée, enchaîna le docteur Rawlings. Même Karen y alla de son commentaire. Marc, tu dois nous aider à la retrouver, avant qu'il soit trop tard. Je vais essayer, marmonnai-je. Mais, au fond de moi, je doutais. Ils se trompent. Ils m'ont certainement pris pour un autre. Je ne possède aucun pouvoir magique. Que vais-je faire à présent ? Je passai le reste de la journée à explorer les environs du camp en compagnie de Karen. Je découvris de surprenantes araignées jaunes, aussi longues que mon pied. Karen me montra également une plante carnivore capable de happer un insecte à l'aide de ses feuilles et de le maintenir prisonnier jusqu'à ce qu'elle l'ait complètement avalé. Un spectacle fabuleux. Pour finir, nous grimpâmes sur un arbre. Une fois bien installés sur des branches, nous fîmes mieux connaissance. On parla de tout et de rien. Je trouvais Karen sympathique. C'était une fille sérieuse qui ne plaisantait pas beaucoup. Elle détestait Baladora. J'appris qu'elle avait perdu sa mère lorsqu'elle était toute petite. « Je voudrais retourner aux États-Unis, dans le New Jersey, chez ma grand-mère maternelle, » confia-t-elle. Mais papa s'y oppose. Tout en l'écoutant, je ne cessais de repenser à ce pouvoir. Je me torturais les méninges pour comprendre comment j'aurais pu entrer en sa possession. C'est vrai que j'ai toujours été attiré par les films sur la jungle, sans oublier les livres et les jeux qui s'en inspirent. Mais ce penchant ne signifiait pas que je faisais partie de ce monde ou que j'avais des aptitudes spéciales. Et maintenant, Benna s'était évanouie dans la nature. Ses amis désespéraient de la revoir un jour. Étais-je vraiment capable de les aider ? Malgré la fatigue du voyage, je fus incapable de trouver le sommeil cette nuit-là. Une foule de questions m'assaillait. J'occupais l'un des 7 bungalows alignés derrière le laboratoire. Chacun de nous avait le sien. Le mien était assez vétuste. L'armoire pouvait à peine contenir mes affaires. Une douche était installée au fond de la pièce. Je plaçai la tête réduite sur la table de chevet. Je réfléchissais, allongé sur le matelas étroit et mal rembourré, les yeux fixés au plafond bas. À travers la fenêtre restée ouverte parvenait le chant d'un grillon. Ce chant fut soudain couvert par le hurlement sauvage d'un animal. J'en eus des frissons. Je craignais pour la vie de ma tante. « Il faut que je la retrouve, dis-je à haute voix.
J'essayais de me rappeler le visage de Benna, mais le souvenir était flou. L'image que j'avais gardée d'elle était celle d'une femme rondelette et très brune. Je me rappelais aussi qu'elle parlait très vite, avec enthousiasme. C'était tout. Et ce fameux pouvoir, comment me l'aurait-elle transmis? D'ailleurs, peut-on vraiment transmettre le don de la magie à quelqu'un? Je cherchais dans ma mémoire un indice qui m'aurait échappé, en vain. Pour moi, il n'y avait décidément qu'une seule explication à tout ceci. Caroline et le docteur Hawlings m'avaient confondu avec quelqu'un d'autre. C'était juste une terrible méprise. Je décidai d'en parler avec eux à la première heure le lendemain. Toute cette histoire m'empêcha de fermer l'œil. J'étais vraiment perturbé. Je résolus de faire une petite promenade pour prendre un peu l'air et oublier mes soucis. Ma hutte était la dernière de la rangée. Debout sur le seuil, je pouvais voir celle de Karen, de Caroline et du docteur Hawlings. Aucune lumière ne brillait. Ils s'étaient donc couchés. Le cri retentit encore une fois au loin. Une petite brise faisait légèrement ployer les herbes hautes. Le sifflement qu'elle produisait en s'inclinant m'impressionna. N'ayant gardé qu'un caleçon pour la nuit, je passai rapidement un t-shirt long et large. J'enfilai mes baskets et sortis sans faire de bruit. Cette fois, la bête semblait toute proche. L'air était presque aussi chaude que durant la journée, mais la rosée était si abondante que je dérapais sur le sol humide. Je longeais les cabanons silencieux et plongeais dans le noir. À ma droite, je distinguais les ombres mouvantes des arbres bercés par le vent. Le ciel avait pris une couleur pourpre. La lune et les étoiles se cachaient derrière une épaisse couche nuageuse. Finalement, mon expédition n'était peut-être pas une bonne idée. L'obscurité était totale et je n'avais pas pris de torche électrique. Je me souvins des conseils de Caroline. « Fais attention », m'avait-elle averti en me disant bonsoir. « Tu ne dois jamais sortir sans éclairage. La nuit appartient aux créatures de la jungle. » Je décidai de contourner le laboratoire et de rejoindre aussitôt ma chambre. Soudain, je constatai avec effroi que je n'étais pas seul. Dans les ténèbres, j'aperçus 2 points lumineux. Ils se dirigèrent sur moi, menaçants. C'étaient des yeux. Un frisson courut le long de mon dos. Était-ce une bête? Mes jambes me lâchaient. D'autres points lumineux avançaient, tout aussi inquiétants. Puis d'autres, et encore d'autres. C'était terrifiant. Des dizaines de pupilles jaunes étaient amassées et m'encerclaient. Je restais planté là, incapable de réagir. Je devais m'enfuir au plus vite, mais par où? J'étais cerné, bel et bien piégé. Mes genoux s'entrechoquaient comme des castagnettes. J'allais hurler, mais je craignais tellement de m'évanouir que je me repris. Brusquement, les orbites s'enflammèrent en cascade. Incroyable! Elles étincelaient de 1000 feux. La lumière qui s'en dégagea me révéla qu'elles n'appartenaient pas à des animaux, ni à aucune créature de la jungle. Horreur! Elles appartenaient à des humains. Les flammes rougeoyantes émergeaient d'une centaine de têtes réduites. Leurs mines patibulaires m'arrachèrent un gémissement. Je pris mes jambes à mon cou, je courus aussi vite que possible en direction du laboratoire, me retournant de temps en temps pour vérifier si je n'étais pas poursuivi. Mon cœur allait éclater sous l'effort. Hors d'haleine, je poussai violemment la porte battante et m'engouffrai comme une tornade à l'intérieur du bâtiment. Je m'adossai contre le mur pour reprendre mes esprits et mon souffle. Je venais de connaître la plus belle peur de ma courte existence. Peu à peu, je retrouvai mon calme. Mais pourquoi ces crânes étaient-ils empilés ainsi? Dire qu'il y a très longtemps cette tête avait appartenu à des hommes. Et à présent, j'essayais à tout prix de chasser ces images. En plus, cette épreuve m'avait assoiffé et j'avais besoin de me désaltérer. Tâtonnant dans l'obscurité, j'essayais d'atteindre le réfrigérateur et heurtai une chaise. Je touchai un objet posé sous la table qui roula. Je la rattrapai juste à temps. C'était une lampe de poche. « Super !» m'écriai-je. « À partir de maintenant, je suivrai les consignes de Caroline. » Je pressai le bouton et un faisceau lumineux inonda le sol. Je décrivis ensuite un grand cercle à la recherche de la glacière, et j'aperçus l'étagère où se trouvaient les cahiers de Benna. Ma curiosité fut plus forte que la soif. J'en pris un au hasard. Il était si lourd que je faillis le lâcher. Je le plaçai sous la table et m'installai sur un tabouret. Je le feuilletai, espérant y trouver des réponses à mes interrogations. Peut-être allais-je tomber sur le passage où Benna parlait du pouvoir. Je remarquai avec soulagement que l'écriture était parfaitement droite et lisible. Je tournai les pages et vis que les notes étaient classées par année. Je recherchai donc la date de sa visite chez nous.
En parcourant le texte, je découvris l'enthousiasme de Benna pour son métier. Elle décrivait les animaux qu'elle étudiait avec passion. Elle signalait ensuite l'existence d'une grotte qu'elle avait explorée dans une région rocailleuse de l'autre côté de l'île. Cette caverne avait été habitée, presque 200 ans auparavant, par les Oloyans. Suivait alors la longue liste de ses trouvailles. Benna était probablement très émue, car le style et l'écriture commença à changer. Les lettres étaient penchées et les phrases de plus en plus hachées. Enfin, j'atteignis le chapitre « Vacances d'été ». La lecture des premières lignes me coupa le souffle. C'était incroyable. Les mots de Benna étaient terrifiants. Je tenais solidement la torche et je me remis à lire, mes lèvres bougeant imperceptiblement. Rien ne pourra plus arrêter le docteur Hollins et sa sœur Caroline. Ils continueront de détruire la jungle ainsi que les créatures qui y vivent. Ils n'ont aucun scrupule à blesser et à tuer, pourvu qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. J'ajustai la lumière sur le papier et poursuivis. La découverte du pouvoir magique de la jungle fut un exploit fantastique pour moi, mais je sais que ce secret est menacé aussi longtemps que le docteur Hollins et Caroline resteront ici. Ils n'hésiteront pas à l'utiliser pour faire du mal. J'ai donc décidé de le mettre en sûreté. Je vais le transmettre à mon neveu Mark. Il vit aux États-Unis à des milliers de kilomètres. Si le docteur Hollins s'empare de ce pouvoir, la jungle sera entièrement détruite, et moi avec. J'étais fasciné par ces révélations, et je n'étais pas au bout de mes surprises. Si, par malheur, le docteur Hollins réussit à le découvrir, il n'hésitera pas à me couper la tête et à la réduire jusqu'à ce que personne ne puisse me reconnaître. Il en fera de même avec Mark s'il apprend que le garçon le possède. Heureusement que mon neveu se trouve très loin d'ici. Oh, non! Je n'avais pu m'empêcher de gémir. Le docteur Hollins allait... Je relus tout haut la dernière ligne. Heureusement que mon neveu se trouve très loin d'ici. Mais je ne suis pas à des milliers de kilomètres, m'écriai-je. Je suis là, bien là. Je commençais à comprendre. Caroline m'avait fait venir à Baladora pour me voler le don. Puis, avec son frère, ils allaient projeter de m'exécuter. Mon cœur se mit à cogner très fort. Je refermai violemment le carnet de Benna. Que lui ont-ils fait? Ont-ils essayé de la faire avouer? Lui ont-ils fait du mal? Peut-être s'est-elle sauvée? M'ont-ils emmené ici pour lui tendre un piège et nous assassiner tous les deux? Je tremblais de tous mes membres. Et moi qui croyais que c'étaient des amis, mes amis. Je n'étais plus en sécurité. Il me fallait absolument prendre mes affaires et quitter ces monstres le plus rapidement possible. Je vais m'enfuir d'ici. Vite, très vite, décidai-je. Je bousculai le tabouret en me levant et me hâtai vers la sortie. Je m'apprêtais à pousser la porte battante, mais quelqu'un était là, debout dans l'obscurité, me barrant le passage. « Où vas-tu comme ça ?» me demanda une voix.